Il y a quelques années, j'ai vécu une période assez sombre dans ma vie. Après une rupture difficile, je me suis retrouvé isolé dans un coin de la France où je ne connaissais personne. Ma famille était loin, mes amis aussi. Je restais seul, enfermé chez moi la plupart du temps. On m'a beaucoup conseillé de trouver quelque chose pour m'occuper, un but, de faire du sport, d'être productif. Un soir, j'ai parlé avec un ami qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je reste là, qu'il fallait que je bouge. C'est ce que j'ai fait. Un matin, j'ai fait mes bagages pour une semaine et j'ai pris la voiture. Je n'avais pas de plan de route, je me disais que j'allais rouler jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour conduire et qu'alors, je m'arrêterais là où je me trouverais. À la fin de la journée, j'avais traversé je ne sais combien de petits villages perdus, qui n'ont d'ailleurs de village que le nom, s'agissant pour la plupart de quelques maisons éparses. J'avais soudainement été fasciné par ces petits coins reculés de nos campagnes, et je m'étais surpris à me demander quelles histoires, quelles légendes on pouvait s'y raconter le soir venu dans ces petits hameaux oubliés de tous. C'est alors que j'ai eu une nouvelle idée. J'allais continuer à rouler, parce que j'en avais besoin, mais j'allais à présent m'arrêter dans ces villages et petits bourgs pour en découvrir les secrets. J'ai même pensé écrire un livre, une fois que j'aurais recueilli assez de légendes locales. Les premiers temps, les habitants me regardaient d'un œil méfiant et ne parlaient pas facilement. Avec le recul, je les comprends parfaitement. J'étais pour eux, avec mon appareil photo pendu autour du cou, un citadin en balade à la campagne, voire un touriste en quête d'exotisme. Peu à peu, j'ai travaillé ma technique d'approche. J'ai troqué mon appareil photo pour un dictaphone. Les gens que je rencontrais étaient plus disposés à m'offrir leur voix que leur image. Cette première semaine de voyage sur les routes françaises n'aura pas été fructueuse. Je tâtonnais et je subissais parfois des baisses de motivation, certaines en repensant, même sans le vouloir, à ma rupture passée. Entre-temps, j'avais également été rappelé par une entreprise dans laquelle j'avais postulé un peu plus tôt. Je devais commencer chez eux le 3 avril. Il me restait donc 3 semaines de temps libre, que je comptais bien mettre à profit pour retenter une nouvelle tournée des villages. Et ces 3 semaines, les amis, ont été les plus passionnantes de ma vie. En réussissant à gagner la confiance des habitants, j'ai découvert tout un nouveau monde, dont des histoires parfois dérangeantes. Comme celle d'une famille qui, le soir de Noël, avait été soudainement prise de folie meurtrière, chacun s'entretuant sans aucune raison apparente. Ou celle de ce garde forestier qui s'était pendu, convaincu que les chats de sa voisine venaient la nuit griffer sa fenêtre en lui intimant l'ordre de mettre fin à ses jours. Et il y en avait encore une autre. Les écuries du grand homme. À ma dernière semaine de prospection, j'avais noté assez de contenu dans mes carnets pour en tirer un petit livre. Le cœur lourd, je devais rentrer chez moi, en abandonnant toute cette liberté que j'avais pu ressentir sur les routes. C'est ainsi que, sans la chercher, cette histoire d'écurie est venue à moi. J'étais en train d'acheter un paquet de gauloises au bureau de tabac d'un petit village, quand 3 adolescents sont entrés dans la boutique. J'ai vite compris que la buraliste était leur mère, et elle n'avait pas l'air contente de les voir. Me laissant à mes cigarettes, elle s'était mise à les sermonner. C'étaient les gendarmes qui les avaient ramenés au bureau de tabac, car ils avaient traîné trop près d'un endroit appelé les écuries du grand homme. Quand tout ce petit monde s'est enfin calmé, j'ai cédé à la curiosité. J'ai appris que ces écuries étaient un endroit implicitement interdit dans le village. Il n'y avait pas de clôture, ce n'était pas un endroit privé, mais tous les habitants s'accordaient sur le fait qu'il ne fallait pas y aller. Bien qu'aucun interdit officiel n'empêchait personne de s'y rendre, les gendarmes avaient l'habitude de chasser tous ceux qui s'en approchaient. Je tenais la dernière histoire de mon livre. Je me suis aussitôt remis dans l'ambiance. Carnet à la main, j'ai arpenté le village à la recherche d'informations sur les dites écuries. Un agent municipal qui entretenait le parc communal m'a dit que l'endroit était dangereux, que par exemple, on avait retrouvé dans la vieille bâtisse le cadavre d'une jeune fille atrocement mutilée au début des années 2000. Une véritable chasse à l'homme avait eu lieu dans tout le village, sans jamais permettre de débusquer le coupable. J'ai interrogé le président du club de bridge, un septuagénaire natif du village qui m'a d'abord sommé de ne pas le questionner sur les écuries. Mais après avoir quelque peu insisté, et lui avoir payé une chope de bière au bar PMU du village, il m'a enfin raconté la légende qui était à la base de la réputation de l'endroit. Les écuries avaient été bâties au Moyen-Âge. Elles dépendaient à l'époque du château qui se trouvait non loin à la sortie du village. La forteresse avait subi les affres des 2 guerres mondiales, si bien qu'au tournant des années 50, ne subsistait plus que les écuries qui ont fini par être rachetées par un particulier.
Son but était, à long terme, d'acquérir les hectares alentours pour y construire un centre équestre. Mais peu de temps après, le projet a subitement cessé et le propriétaire a remis les écuries sur le marché. J'ai été assez déçu par le dénouement de cette histoire, et je sentais au fond de moi qu'il y avait autre chose. Hélas, le vieil homme n'était pas disposé à m'en dire plus, et cela, même alors que je lui proposais une nouvelle chope. J'ai donc jeté mon dévolu sur les autres anciens du village, qui m'ont tous, peu ou prou, raconté la même histoire. La création des écuries au Moyen-Âge, leur acquisition par le mystérieux propriétaire dans les années 50, et la disparition tragique de la jeune fille au début des années 2000. Malgré tout, j'avais toujours l'impression qu'on me disait pas l'entière vérité. Que s'était-il passé entre les années 50 et les années 2000 ? Lorsque j'évoquais la question, on me répondait par des haussements d'épaules ou des regards fuyants. J'étais prêt à abandonner lorsque je suis tombé, presque au hasard, sur une vieille dame qui marchait au bord de la route en cueillant des orties. J'ai tenté ma chance et je suis allé droit au but. Que s'était-il passé entre l'abandon des écuries et la disparition de la jeune fille ? Comme je le pressentais, il était bien arrivé quelque chose. Après le départ hâtif du propriétaire, les écuries étaient restées quelque temps à l'abandon avant d'être rachetées par un habitant du village qui avait fait fortune en vendant des tracteurs. Il avait passé un temps fou à retaper la vieille bâtisse. Il l'avait fait presque tout seul. Le travail fini, il était ensuite allé acheter des chevaux et envisageait même d'ouvrir un ranch où les visiteurs pourraient se payer des balades à cheval. Alors que son projet allait bon train, une nuit, l'habitant a reçu la visite d'un homme immense qui dépassait le haut de la porte d'au moins 3 têtes. L'étrange visiteur lui a alors parlé d'une voix caverneuse et ancienne. « Donnez-moi une de vos bêtes pour satisfaire ma soif. » La vieille dame a tenté de l'imiter, et durant un instant, elle a paru presque convaincante. Si bien que des frissons ont parcouru ma peau. Dans la suite du récit, le propriétaire, effrayé, s'est empressé de refuser et a claqué la porte au nez du grand homme. La vieille dame s'est empressée de reprendre sa voix grave à ce passage. « Alors, je les prendrai toutes. » À ces mots, le géant s'est éloigné dans les ténèbres. Le propriétaire, tremblant, s'est rué sur son téléphone pour prévenir la gendarmerie. Mais alors qu'il allait taper le numéro, il a entendu des hennissements. Ses chevaux hurlaient de terreur. Les cris terribles parvenaient jusqu'à lui comme si on les abattait devant sa porte. Ils étaient si forts, si assourdissants, qu'il est tombé au sol et s'est recroquevillé dans un coin, les mains sur les oreilles. Quand le silence est revenu, il a rampé jusqu'au téléphone et a enfin appelé les secours. Quand ils sont arrivés, ils ont découvert un spectacle macabre. Les écuries étaient maculées de sang, les bêtes atrocement mutilées, des têtes coupées, des mâchoires arrachées, des pattes brisées. Les portes n'avaient pas été forcées. Elles avaient été ouvertes comme par magie. Désemparés devant une telle vision, les gendarmes ont emmené avec eux le propriétaire qui n'a plus jamais été revu par la suite. Je ne savais pas quoi dire. J'étais à la fois effrayé et sceptique. J'ai aussitôt demandé comment elle pouvait assurer que c'était bien ce qui s'était passé alors qu'elle-même n'était pas présente cette nuit-là. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas en être sûre, mais que c'était en tout cas ce que le propriétaire lui avait raconté au poste de gendarmerie où elle travaillait à l'époque. De plus en plus intrigué par cette affaire, j'ai demandé à cette dame si la maison qu'il avait habitée existait toujours. Et à ma grande surprise, elle était toujours debout, non loin des écuries. J'ai laissé cette vieille femme à ses orties et je suis monté dans ma voiture. Sans vraiment penser, j'ai agi. J'ai mis le contact, mais au lieu de tourner vers l'autoroute, je suis parti vers la forêt à la sortie du village, vers les écuries du grand homme. Je suis arrivé devant la maison alors que le soleil se couchait. Sa lumière dorée donnait à la forêt un air enchanteur. Les insectes bourdonnaient encore, faisant vaciller les fleurs dans leur passage. Une petite brise chaude soufflait sur mon visage, emmenant jusqu'à mes narines l'odeur des pins. Et la maison, bien qu'abandonnée, n'était pas délabrée. Au contraire, elle était même presque en bon état. Quelques carreaux avaient été brisés, mais je ne constatais aucune autre dégradation. Tout lieu abandonné de la sorte aurait normalement été tagué de partout. Mais pas celui-là. En fait, la bâtisse était en si bon état que j'ai presque failli frapper à la porte avant d'entrer. L'intérieur n'était pas aussi bien conservé que la façade, mais ce n'était pas non plus vétuste. Il restait ça et là des restes de meubles, des vieilles photos de famille et même des emballages de nourriture. Je me suis assis sur un tabouret dans la cuisine et je me suis surpris à trouver cet endroit étonnamment reposant. Il y régnait un silence relaxant, uniquement brisé par la brise légère qui soufflait au dehors. Je me suis penché sur la table à manger et j'ai posé ma tête au creux de mes bras. Bêtement,
je me suis endormi. Ces 3 semaines sur les routes, aussi agréables qu'elles avaient pu être, avaient été épuisantes. Lorsque je me suis réveillé, j'étais congelé. Et même si les journées étaient douces, les nuits gardaient leur fraîcheur de l'hiver passé. J'ai immédiatement regardé ma montre qui affichait 23 heures. J'avais dormi 3 heures durant, dans une position assez inconfortable, et mon dos ne manquait pas de me le rappeler. Je me suis levé, et j'ai regardé autour de moi. L'ambiance avait changé du tout au tout. Le silence que j'avais trouvé apaisant plus tôt dans la soirée était devenu oppressant. L'air avait lui aussi quelque chose d'étrange. Je ne saurais pas comment le décrire proprement avec des mots, mais je dirais qu'il semblait épais. Chaque inspiration était laborieuse, comme si l'oxygène peinait à se frayer une voie jusque dans mes poumons. Les murs étaient éclairés par la lueur pâle de la lune qui faisait ressortir toute leur imperfection. Ils semblaient couverts de pustules et de creux. Dehors, le silence était total. Le vent ne se donnait même plus la peine de mouvoir la cime des pins qui restaient immobiles, plantés là, m'observant de toute leur hauteur. Je n'avais clairement pas prévu de passer la nuit ici, et ce n'était toujours pas au programme. Sans savoir pourquoi, je me suis précipité vers la porte d'entrée. Dans ma hâte, je n'ai pas prêté attention à l'ombre gigantesque qui remontait lentement l'allée en direction de la maison. À vrai dire, je ne l'ai remarqué que lorsqu'elle commençait à gravir les escaliers qui menaient à la porte d'entrée. Le son lourd des pas qui faisait grincer les marches m'a ramené à la réalité. Je me suis immobilisé. Alors que j'essayais de rationaliser tout ce qui se passait, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux histoires que m'avaient racontées les villageois. J'ai reculé jusqu'à ce que mon dos heurte le mur, puis j'ai fermé les yeux, et j'ai compté jusqu'à 3. Quand je les aurais rouverts, tout aurait disparu. En fait, j'étais sans doute en train de rêver, et j'étais encore assoupi sur cette table. 1, 2, 3. 3 coups ont fait trembler la porte. Une silhouette immense s'est penchée au carreau, semblant regarder à l'intérieur. Je me suis collé au mur comme si je pouvais m'y fondre. L'ombre a contourné la porte d'entrée et a regardé de même à la fenêtre du salon. Dépourvue de carreaux, elle offrait une meilleure visibilité. Un nuage de condensation blanche a émané de l'être gigantesque. Ça respirait. Aussitôt, j'ai collé une main sur ma bouche. Moi aussi je respirais. Et si cette chose le voyait, qui sait ce qu'elle ferait? Je suis resté immobile pendant presque 10 minutes. Je crois que la chose s'est collée à chaque fenêtre. Grande comme elle était, elle aurait tout aussi bien pu regarder par les fenêtres de l'étage. Finalement, elle est partie, du même pas lourd et lent. Elle a descendu les marches et a redescendu l'allée. J'ai été pétrifié. Il a fallu encore plus d'1 heure pour que je me décide enfin à sortir. J'ai sprinté comme si ma vie en dépendait jusqu'à ma voiture, où j'ai été braqué par des lampes torches. J'étais attendu par 2 gendarmes qui avaient vu ma voiture garée sur le bas-côté. Je ne leur ai pas raconté ce qui venait de se passer, et étrangement, ils ne m'ont posé aucune question. Ils m'ont simplement dit de circuler. Avant de rentrer dans sa voiture, un des gendarmes a braqué sa lampe sur la maison et m'a jeté un regard étrange. Aujourd'hui, je pense qu'il était effrayé. J'ai roulé toute la nuit et lorsque je suis arrivé chez moi, je me suis effondré sur mon lit, habillé. Par la suite, je me suis juré de ne plus jamais parler de cette histoire. Je suis une personne plutôt sceptique, et il m'a fallu du temps avant d'accepter ce qui s'était passé. Je ne suis parvenu à aucune explication. J'ai pourtant retourné la situation dans tous les sens. Mais certaines questions me mentent encore. Que se serait-il passé si cette nuit-là, cette chose m'avait vu? En fait, peut-être même qu'elle m'avait vu. Était-ce le fameux grand homme? Au final, je n'ai pas écrit mon livre. Mon nouveau travail me prend beaucoup de temps et j'ai fini par égarer, puis oublier mes notes. Mais je sais une chose, c'est que nos campagnes regorgent de légendes, de secrets, d'histoires étranges. Si vous prenez la peine de parler aux gens, de passer au-delà des regards méfiants, vous pourriez découvrir des choses qui vous dépassent, en bien ou en mal. « 18 novembre 2013, 14h30. Je me nomme Sébastien. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai une passion pour l'exploration urbaine. Je crois que ça m'a pris quand j'avais 6 ans. Ce jour-là, je me promenais avec mes parents en forêt, quand une imposante maison est apparue derrière les arbres. Elle était belle, avec de grands escaliers de chaque côté des murs, couleur abricot. Elle semblait si paisible et accueillante. Pourtant, à l'intérieur, tout était ravagé. Il y avait des maquettes d'immeubles, du verre brisé, des documents éparpillés sur le sol. On aurait dit qu'une signature de contrat avait mal tourné. Nous n'y sommes pas restés très longtemps, mais ce jour-là, j'ai su que je voulais recommencer, fouiller les lieux abandonnés par l'être humain, pénétrer le reste de vie des gens sans qu'ils ne le sachent.
J'ai visité quelques endroits. Certains m'ont marqué. Mais cet abattoir abandonné, plus que les autres. J'y suis allé une nuit. Une seule. L'accès y était très simple et les portes n'étaient pas verrouillées. Je me rappelle qu'il y régnait une odeur de mort. Il y avait des vieilles traces de sang au sol. L'atmosphère était lourde et je n'étais vraiment pas à l'aise. Des papiers abandonnés dans un bureau un peu plus loin indiquaient la date. Ça faisait 5 ans que celui était abandonné. Pourtant, l'odeur y était omniprésente. J'ai remarqué des escaliers un peu plus loin. Il y faisait vraiment sombre. Par moments, j'avais même l'impression que la lumière de ma torche avait du mal à percer cette noirceur. Ma curiosité l'a emporté. Je me suis aventuré sur les premières marches. Et l'odeur, mon Dieu, elle était encore plus infâme qu'à l'étage. En bas, tous les sols étaient munis d'évacuation. Il y avait de gros tuyaux au plafond. Je suppose que c'est ici que les abats et autres morceaux arrivaient, d'où l'odeur plus intense. J'ai regardé les murs. Les placards étaient encore pleins de fournitures d'hygiène, du savon, du papier. C'est alors que je l'ai entendu. Cette voix d'homme qui semblait venir de derrière moi. J'en ai eu le sang glacé. Je suis resté sans bouger pendant quelques minutes, essayant de contenir ma respiration. Puis, avec ma lampe, j'ai balayé l'endroit autour de moi. Je n'avais aucune envie de revenir en arrière. Je ne voulais pas croiser cet homme. Devant moi, il y avait un grand couloir. Je n'en voyais pas le bout. J'avançais avec précaution, en essayant de faire le moins de bruit possible. Les murs étaient décrépits. Il y avait quelques traces de moisissure à certains endroits. Au moment où j'atteignais le milieu du couloir, l'homme s'est mis à parler de nouveau. Mais cette fois, une jeune femme lui a répondu. Ce coup-ci, j'en étais sûr. Je n'étais pas seul et ce n'était pas mon imagination. J'essayais de comprendre, mais je n'entendais qu'un mot sur deux. Il semblait parler d'une troisième personne. L'homme s'est mis à hurler des choses incompréhensibles, puis le silence total est revenu. J'ai continué à longer ce couloir en espérant trouver une autre sortie. Mais il n'y avait qu'une vieille salle d'attente sur la droite. 3 chaises étaient collées au mur. J'ai alors remarqué ce tableau noir au fond de la salle. Alors que je m'avançais, mon pied a heurté quelque chose. C'était un verre avec une vieille bougie dedans. En éclairant mes pieds, je me suis aperçu que j'étais au milieu d'un cercle avec d'étranges symboles autour. J'ai relevé la tête pour lire ce qui était écrit sur le tableau. Règle numéro 1. Ne jamais revenir sur ses pas. Règle numéro 2. Ne jamais se retourner. Règle numéro 3. Ne jamais aider les autres. Sinon, tu perdras la partie. 1 coup pour moi. 2 coups pour toi. 3 coups pour elle. Je me suis figé sur place en me demandant si ça m'était destiné. C'est alors que 3 coups ont résonné dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Et si ce message était vraiment pour moi? Et si les personnes que j'avais entendues derrière moi étaient des sadiques sans cœur? Peut-être qu'ils avaient manigancé tout ça pour me faire subir je ne sais quoi. Dans le doute, j'ai préféré prendre les instructions à la lettre. Je ne pouvais qu'aller vers la porte devant moi. Je l'ai ouverte. Derrière, des couloirs et des portes à n'en plus finir. Mais dans quoi j'étais tombé? Des squatteurs avaient peut-être, avec le temps, creusé des galeries et aménagé des lieux pour y faire des fêtes ou je ne sais quoi. Une chose est sûre, cette partie ne devait pas être là à l'origine. Je marchais droit devant moi, en espérant ne croiser personne. Je n'osais pas me retourner, ni même revenir en arrière. Je regardais tout autour de moi pour voir s'il n'y avait aucun piège sur mon passage. Il faisait très chaud là-dessous. La voix de la jeune femme s'est fait entendre. Elle rigolait, à gorge déployée. On aurait dit qu'une petite fille était en train de lui parler. Des espèces de chants enfantins résonnaient le long du couloir. J'avais l'impression qu'ils venaient de partout à la fois. Puis la jeune fille a hurlé. Un cri horrible. Il ne faisait qu'encourager mon esprit à se faire les pires scénarios possibles. Et le silence est revenu. J'ai trouvé un renfoncement dans le sol et je m'y suis caché. Je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir. Et si cet endroit était en fait le lieu d'une expérience bizarre? Peut-être que les cris et les rires venaient de haut-parleurs. Cette histoire commençait à me rendre dingue. 2 coups se sont fait entendre. C'était logiquement mon tour. Sans savoir vraiment quoi faire, j'ai décidé d'attendre, en éteignant ma lampe pour ne pas me faire remarquer. J'étais dos à la paroi. J'écoutais attentivement le moindre bruit, voir si quelqu'un s'approchait de moi. C'est alors que j'ai senti une dizaine de mains sur mon corps. Elles étaient bien là, des mains d'enfants bien réelles, me plaquaient contre la paroi. Les rires venaient étouffer mes cris. Je n'arrivais presque plus à respirer. J'avais l'impression que mes côtes étaient sur le point de se casser.
J'ai réussi à attraper ma lampe, je l'ai allumée, et tout s'est arrêté. Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vécu, j'en suis certain. Je me suis levé aussi vite que j'ai pu, j'ai couru avec ma lampe allumée. À quelques pas en arrière, la voix d'une fillette me répétait inlassablement « Rien ne sert de courir, tu vas perdre, je suis derrière toi. » C'est alors que j'ai trébuché sur quelque chose, m'affalant de tout mon long sur le sol en béton. En me relevant, j'ai découvert le corps d'une jeune femme. Elle était ensanglantée. De grandes plaies sur le visage donnaient l'impression d'un large sourire jusqu'aux oreilles. Ses bras étaient lacérés. Je n'ai pas pu en voir plus. J'ai repris ma course de plus belle en étouffant un cri. Je tremblais, je voulais hurler, j'avais envie de pleurer. C'était quoi ce bordel? Je voulais sortir de ce cauchemar au plus vite. J'ai dû pousser des dizaines de ces portes battantes. Je commençais à m'essouffler, mon cœur battait tellement fort que ma poitrine me faisait mal. J'étais sur le point d'abandonner, de me laisser tomber à genoux sur le sol et d'attendre de finir comme cette femme. Et j'ai poussé la dernière porte. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas. L'air frais emplissait mes poumons. Le soleil commençait à se lever. J'ai repris mon souffle quelques instants, laissant échapper quelques larmes de joie. Je venais de gagner ce jeu malsain. J'ai regroupé le peu de force qu'il me restait pour rentrer chez moi. Si j'enregistre ces mots, c'est que je ne sais toujours pas qui ou quoi était présent ce jour-là. Je ne sais pas si j'en suis débarrassé, ni même ce qui m'attend. Tante Cicely est morte. Elle était la grande tante et la dernière proche encore vivante de ma femme, Émilie. Les parents de mon épouse sont morts d'un accident de la route quand on n'était encore qu'une étudiante de première année. C'est après ça qu'elle est entrée en contact avec Cicely. Cicely était vieille et avait quelque chose d'excentrique. Elle vivait seule sur un terrain en friche de 4 hectares au sud de Pendleton. C'était une femme célibataire qui consacrait son temps à regarder ses histoires, comme elle disait, et fabriquer des poupées qu'elle donnait ensuite à des enfants en phase terminale. Émilie et moi, nous nous sommes mariés peu de temps après qu'elle ait obtenu son diplôme, et nous avons utilisé le reste de l'argent de son assurance vie pour nous payer une petite maison, ici, à Portland. À l'époque, Émilie appelait Cicely 1 ou 2 fois par mois, et lui envoyait régulièrement des paquets qui contenaient tous les matériaux nécessaires pour ses poupées. Pour ce que je savais, leur relation s'est limitée à ça. Je lui ai proposé plusieurs fois de la conduire chez elle pour lui rendre visite, mais elle a toujours refusé, prétextant à chaque fois que ce n'était pas le bon moment. J'ai vite arrêté de lui demander. Au fil du temps, Cicely a commencé à montrer des signes de démence. Ça a commencé doucement, elle répétait la même histoire ou la même question 2 ou 3 fois de suite. Puis, ça s'est accéléré. Plusieurs fois, j'ai vu Émilie pleurer après qu'elle se soit parlé. Au début, elle est complètement normale et ensuite elle commence à parler de ses satanées poupées. Monsieur Stringy est bagarreur, Monsieur Stringy n'arrête pas d'embêter Ralphie. Enfin bon, tu vois le genre quoi. Ralphie était le chien de Cicely. Il était passé un jour sur la propriété et il avait décidé de rester. Il passait ses journées à chasser des lapins ou à voler les bobines de fil de Cicely pour les vomir plus tard, d'où son nom. Parfois, ma femme appelait Cicely à plusieurs reprises sans recevoir de réponse. C'est alors que les choses se sont tendues dans la maison. Incapable de la joindre, Émilie a alors fait appel au shérif local pour faire une enquête. Il est allé à la propriété de Cicely et l'a retrouvée saine et sauve, mais complètement confuse et désorientée. J'ai demandé à ma femme de la placer dans un établissement spécialisé, mais elle me disait que Cicely ne voulait pas et qu'on ne pouvait rien faire pour la faire partir. Quand Cicely n'a pas répondu au téléphone après 2 jours d'appel, mon estomac s'est serré. Le shérif nous a appelés plus tard ce jour-là pour nous informer que tante Cicely était décédée. Il a fait ses condoléances à Émilie. Émilie a passé le reste de la journée au téléphone à faire des arrangements. Il s'est avéré que Cicely avait tout préparé à l'avance. Il y avait donc peu de choses à faire. Elle avait demandé et payé d'avance pour une crémation, demandant que ses cendres soient répandues sur sa terre et nommant ma femme comme sa seule héritière. Nous devons aller là-bas, lui ai-je dit ce soir-là. Je peux vous dire qu'elle a hésité, mais j'ai senti que c'était important. Ils peuvent nous envoyer tout ce que je dois signer. D'ailleurs, elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas de mémorial, donc on n'a aucune raison d'y aller. J'ai passé le lendemain à essayer de la convaincre. Je lui ai dit qu'elle le regretterait, qu'elle était de la famille et assez sympathique pour nous laisser ses terres. Elle a finalement cédé et nous sommes partis le lendemain matin. Nous ne savions pas vraiment ce qui nous attendait là-bas. Donc, nous avons préparé notre équipement de camping et pris de la nourriture par précaution. Cet après-midi, après avoir un peu tourné en rond,
On s'est arrêté à une station essence pour demander notre chemin. À l'intérieur de la supérette, nous avons trouvé le shérif qui s'est arrêté pour prendre une tasse de café. Il a dit qu'il était content que quelqu'un vienne pour Cécilie, que c'était une honte que personne n'ait veillé sur elle quand elle en avait besoin. Il nous a indiqué le chemin en soulignant les points de repère. La plupart des routes étaient sans indication. Au moment de partir, il m'a pris à part et m'a donné un regard peiné. « Vous n'avez pas l'intention de la voir, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il en évitant le contact visuel. « Je pense pas, enfin, ma femme n'a rien dit à ce sujet. » ai-je répondu. « Eh bien, ce n'est pas le genre de choses que je devrais dire devant une dame, mais elle était déjà décédée depuis un moment quand on l'a trouvée. Elle était si isolée. Écoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais quelque chose a trouvé son corps avant. Probablement des rongeurs, disons-le. Elle était dans un sale état. » Il s'est penché plus près encore et m'a murmuré. « Ils ont pris ses yeux. Il vaut mieux que vous ne la voyiez pas comme ça. » J'étais sans voix. J'ai adressé un signe de tête au shérif et je suis allé à la voiture, un peu sonné. Il y avait peu de distance entre la station-service et la propriété de Cécilie, mais on n'aurait jamais pu trouver par nous-mêmes. Toute la zone était sillonnée de chemins de terre. Finalement, nous sommes arrivés en haut d'une colline, dans une prairie jonchée de débris, où se dressait un mobil-home délabré. L'endroit ressemblait presque à une décharge. Nous sommes sortis de la voiture, et après un rapide regard sur ce qui nous entourait, j'ai compris pourquoi mon Émilie refusait de venir. C'était une erreur. Rentrons à la maison. Je pensais la même chose, mais on venait juste d'arriver, et je pensais toujours que ce voyage était la bonne chose à faire. Émilie, il se fait tard. Je pense qu'il vaut mieux ne pas conduire sur ces routes la nuit. Pourquoi on resterait pas là? On repartirait demain matin. Je pouvais bien voir qu'elle n'était pas convaincue, mais elle a accepté. On a décidé d'explorer la maison pour voir s'il y avait des choses à garder. Je dois admettre que je m'attendais à trouver des objets de valeur oubliés depuis longtemps, mais j'ai gardé ça pour moi. La porte était ouverte, et au moment d'entrer, nous avons été frappés par une odeur qui nous a presque fait tomber à terre. C'était un pot pourri de nourriture en décomposition, de déchets et d'air vicié. Nous sommes restés à la porte pendant un moment, espérant que l'air frais de l'extérieur s'imposerait rapidement, mais la puanteur a persisté. Quand nous avons été assez braves pour entrer, la nature de l'odeur est devenue évidente. L'ensemble de la remorque était jonché d'ordures. Des piles de journaux et magazines au-dessus de vieux plats de nourriture, une accumulation de détritus. La cuisine était pleine de vaisselle sale, avec de la nourriture dans divers états de dégradation. Une fois que je me suis habitué à la puanteur et à la saleté, j'ai remarqué les poupées. Elles étaient partout. C'étaient de grandes poupées de chiffon, que Cécilie avait confectionnées à partir de différents types de tissus, avec des yeux en boutons et des sourires cousus à la main. Ce qui était dérangeant, ce n'était pas tant la quantité de poupées que le fait qu'elles avaient toutes été posées dans diverses natures mortes. 4 étaient assises à la table de la cuisine, devant des assiettes de victuailles décomposées. Une était perchée sur le canapé à regarder la télévision. Une autre dans la salle d'eau, en train d'enfiler un bonnet de bain. Dans tous les coins, nous étions accueillis par un regard vide et un sourire idiot. « Nous n'aurions pas dû venir », a déclaré Émilie, serrant mon bras. Elle avait raison. Je voulais lui trouver du réconfort ici, pas lui mettre sur la conscience que sa tante avait vécu dans la misère et l'isolement. Nous avons lentement fait notre chemin à travers chaque pièce. Je gardais un œil sur les trésors enfouis, notant du regard tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Nous progressions dans un couloir étroit qui menait aux chambres quand nous sommes tombés sur quelque chose d'entièrement différent. Des poupées, alignées dans le couloir. Certaines avaient des membres manquants, toutes mutilées à divers degrés. Dans la chambre d'amis, nous en avons trouvé une avec une paire de ciseaux de couture plantée dans le front, et une autre empalée avec un tisonnier. C'était comme si nous étions sur la scène d'un règlement de compte qui aurait mal tourné. Il était clair maintenant que pendant toutes ces années où nous avions mis le comportement étrange de Cécilie sur le compte de l'excentricité, ou au pire d'une légère démence, c'est bien la folie qui la dévorait. La chambre principale offrait un spectacle similaire, à l'exception qu'il manquait les yeux de toutes les poupées de la pièce. En regardant de plus près, on pouvait voir pendre les fils qui autrefois retenaient les boutons. Une bibliothèque renversée bloquait le sol de la chambre. Nous avons dû marcher sur le lit pour rejoindre l'autre côté de la pièce. C'est là que j'ai aperçu un grand coffre contre le mur. Il avait l'air d'être ancien, et c'était peut-être le seul objet de valeur dans la maison. J'ai essayé de soulever le couvercle, mais il était fermé. J'ai pensé à le forcer, mais je ne voulais pas paraître insensible devant ma femme en deuil. On était en train de revenir sur nos pas pour quitter la chambre, quand j'ai remarqué une grande clé sur la table de chevet. Sans y réfléchir, je l'ai ramassée, et je suis retourné vers le coffre. La clé correspondait bien au coffre, et un instant plus tard, je l'ai ouvert.
je m'attendais à trouver les économies de Sicily, ou au moins un souvenir de famille. Mais le coffre ne contenait qu'une poupée. Elle était faite de matériaux souples comme les autres, et faisait 4 pouces de hauteur. Elle avait des fils rouges pour les cheveux et des boutons noirs d'ébène pour les yeux. Mais au lieu d'un sourire tordu, elle avait de grandes lèvres rouges cousues qui lui donnaient un sourire narquois. J'ai levé la poupée et je l'ai montrée à ma femme qui était de l'autre côté de la salle. Elle a tressailli quand elle a posé les yeux sur la poupée. C'est Monsieur Stringy. Celui dont elle parlait toujours ? Elle a hoché la tête. Tu veux le garder ? Lui ai-je demandé, mais elle a secoué la tête. Remets-le à sa place. Je veux pas de cette chose dans notre maison. J'ai remis la poupée à sa place comme elle me l'avait demandé et nous sommes retournés à la voiture. Le soleil commençait déjà à se coucher. Nous avons planté notre tente et préparé le campement pour la nuit. J'ai fait un petit feu et nous nous sommes assis autour d'une bouteille de vin et quelques sandwichs. Peu après, la nuit est tombée et le mobil-homme a disparu dans l'obscurité. Je suis désolé, si j'avais su, je n'aurais jamais suggéré de venir ici. Émilie a approuvé silencieusement en regardant d'un air grave dans son verre de vin. Je suis passée à autre chose, tu sais. Mes parents, je veux dire. C'était il y a longtemps. J'ai fini par digérer. Je le sais, chérie. Je le sais. Nous avons regardé fixement le feu un moment avant de rentrer dans la tente. Tout était immobile et calme, à l'exception du craquement occasionnel émanant du feu. Une fois installés dans la tente, nous nous sommes posés silencieusement. J'étais sur le point de m'endormir quand Émilie a rompu le silence. Elle était rejetée, tu sais. Je sais, répondis-je. Non. Je veux dire que ce n'était pas son choix. Mes arrière-grands-parents l'ont abandonnée. Maman me l'a dit un jour. Avant que mon arrière-grand-mère soit née, Cicely avait une autre sœur qui avait seulement 1 an de moins. Je suppose que les parents ont toujours privilégié la petite sœur et ils ont ignoré Cicely. C'est pour ça que Cicely a commencé à faire des poupées. Tu sais, pour avoir des amis avec qui jouer. C'est seulement peu de temps après qu'elle ait fait Monsieur Stringy que sa petite sœur est tombée gravement malade, au point d'être clouée au lit. Ma mère ne savait pas vraiment tout dans les détails, mais elle disait que la jeune sœur est décédée peu de temps après, et que ses parents ont accusé Cicely. Cicely, elle, a dit que c'était la faute de Monsieur Stringy, que c'était un accident. Ils ont éloigné Cicely, et ma grand-mère a grandi en pensant qu'elle était une enfant unique. Je n'avais jamais rencontré tante Cicely, mais mon cœur s'est serré en entendant cette histoire et en apprenant ce qu'elle avait vécu pendant tant d'années. Elle avait passé toute sa vie seule à fabriquer des poupées pour les enfants malades. J'étais tellement perdu dans mes pensées que sur l'instant, je n'ai même pas entendu les halètements qui se rapprochaient. « Tu as entendu ça ?» Et je murmurais. Je pouvais entendre Émilie hocher la tête dans l'obscurité. Le son s'est amplifié jusqu'à ce qu'il soit juste devant la tente. Les côtés de la tente ont alors commencé à trembler, tandis que quelque chose grattait le nylon. Nous étions acculés, paralysés par la peur. Je me suis rappelé de sérieusement considérer l'acquisition d'un port d'armes si on arrivait à survivre à ça. J'ai attrapé la lampe torche et je me suis dressé sur mes genoux. J'essayais d'avoir l'air courageux pour Émilie, mais elle avait dû probablement voir ma main tremblante. « Écoute, c'est sûrement un coyote et il n'attaque pas les humains. Si on fait un peu de bruit, je suis sûr qu'il va s'enfuir. » Nous avons compté jusqu'à 3 et nous avons crié et frappé sur les côtés de la tente. Le calme est revenu un instant, puis nous avons entendu un gémissement plaintif à l'extérieur. Cela a duré 1 minute ou 2 avant que je cède. Je vais jeter un coup d'œil. Et je dis tout en descendant à la fermeture éclair de la porte, armé de ma lampe torche. J'ai tendu le cou hors de la tente pour découvrir un chien, gémissant de l'obscurité. C'est juste un chien. Et je dis « C'est Ralphie !» a déclaré Émilie. Il se tenait devant nous. C'était le chien le plus pathétique que je n'avais jamais vu. Il tremblait dans le froid, et les côtes visibles à travers son poil emmêlé suggéraient qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il balançait sa tête d'un côté à l'autre, révélant que l'un de ses yeux était recouvert de sang séché. Je me suis levé de la tente et j'ai essayé de l'approcher, mais il a gardé ses distances, gémissant et tenant sa tête de côté pour nous regarder avec son œil valide. Je lui ai versé de l'eau et lui ai donné le reste de viande de notre repas, qu'il a dévoré avec appétit. Nous l'avons regardé manger, et je me suis retourné pour voir des larmes couler sur les joues d'Émilie. Elle a tapoté Ralphie sur la tête et est retournée se blottir dans la tente. Je l'ai suivi, et 1 minute plus tard, Ralphie a gratté à la porte. Nous avions échangé des regards, et j'ai cédé. J'ai ouvert le rabat pour le laisser entrer. Il nous a regardé une dernière fois, avec circonspection, avant de se décider à dormir à nos pieds. « Merci. » a dit Émilie. « Il sent encore plus mauvais que la maison. » ai-je répondu. Je crois qu'aucun de nous deux n'a pu dormir cette nuit-là.
Chaque fois que j'arrivais à m'endormir, je me faisais réveiller en sursaut par un fracas à l'extérieur. Parfois, ça sonnait comme du métal. Parfois, c'était le son de plat qui se brisait au sol. Je ne pouvais pas déterminer si c'était vrai ou simplement un rêve. T'as entendu ça? C'est juste des ratons laveurs. Ils ont dû réussir à rentrer dans la maison. Lui ai-je dit en essayant d'avoir l'air convaincant. Ça rit les ratons laveurs maintenant. Tu as entendu des rires? Ça y ressemblait. Comme des rires d'enfants. Eh ben, les ratons laveurs font parfois des cris stridents. Je suppose que ça peut ressembler à des rires. Ai-je dit en espérant que ce soit vrai. J'ai tendu l'oreille, mais je ne pouvais pas entendre autre chose que le son de notre respiration. Lentement, la tente a commencé à s'illuminer. Ah, le soleil se lève, ai-je dit en me levant. Émilie a accueilli la nouvelle avec soulagement. Allons-y maintenant. Nous nous sommes assis et nous sommes sortis de nos sacs de couchage. Ralphie était encore endormi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ai-je demandé. Émilie disait qu'on pouvait se décider plus tard, mais qu'on ne pouvait pas le laisser. Je l'ai secoué et appelé son nom, mais il ne voulait pas bouger, il avait froid. J'ai regardé ma femme et j'ai vu les larmes dans ses yeux. Nous avons enjambé le chien pour sortir et nous avons découvert avec surprise qu'il faisait encore nuit. La lumière venait du mobil-homme qui était à présent dévoré par les flammes. On s'est rapproché, mais on s'est arrêté net dans notre élan en entendant un cri. Y a quelqu'un ici? Y a personne, nous sommes au milieu de nulle part. Il faut une voiture pour venir ici. Et il n'y a aucune voiture dans les alentours. Donc c'est des ratons laveurs? Il y avait beaucoup de choses dans cette maison. Je sais pas, mais je suis sûr qu'il n'y a personne ici. Je suis retourné à la tente pour chercher nos sacs, mais Emily m'a stoppé. Laisse tout ici. Faut partir. Nous sommes retournés à Portland sans dire un mot. Quelques semaines plus tard, j'étais à la maison quand le facteur est venu à notre porte avec un paquet. Au début, j'ai pensé qu'Emily avait commandé quelque chose sur internet, mais j'étais sous le choc quand j'ai vu l'adresse de retour. Qui est-ce? A-t-elle dit depuis la cuisine. Personne, juste quelqu'un qui essaye de vendre quelque chose. Ai-je marmonné. Je suis allé dans la salle de bain, le paquet à la main. Une fois la porte fermée derrière moi, je l'ai ouvert pour y trouver Monsieur Stringy, me regardant fixement de ses yeux en bouton, avec le même sourire ironique. Une note est tombée dans l'emballage. C'était du shérif, et il disait qu'il avait trouvé la poupée en parfait état, à quelques pas du mobil-homme. Tout le reste était perdu. Il ajoutait qu'il était désolé pour cette perte et nous recommandait de le contacter si on avait la moindre question. Sans hésiter, j'ai mis Monsieur Stringy dans la poubelle de la salle de bain, que j'ai immédiatement vidé dans la benne. Je ne voulais pas énerver Emily, mais pour être honnête, la vue de cette poupée ne ferait que remonter des souvenirs que je voulais oublier le plus tôt possible. Mais ce n'était pas la dernière fois que je l'ai vue. Je l'ai revue dans les bras d'une petite fille en fauteuil roulant au centre commercial. Quelques mois plus tard, je l'ai encore vue dans les bras d'un garçon aveugle, à l'épicerie, avec sa maman. Je me suis approché d'eux, essayant de les mettre en garde, mais j'ai fini par divaguer comme un fou. La mère m'a dit de me mêler de mes affaires. J'ai insisté, mais c'était inutile. Elle a attrapé son fils par les épaules et s'est retournée brusquement. Je les ai regardés s'éloigner. Le garçon faisait son chemin avec précaution, Monsieur Stringy, affalé sur son épaule. Ses yeux d'ébène fixaient droit sur moi. Je n'étais peut-être pas complètement lucide à ce moment-là, mais je vous jure que j'ai vu ses lèvres rouges relevées en un sourire grotesque, de dents jaunes crochues. Dégage. T'as pas ta place ici, le pauvre. Barre-toi et va t'acheter des muscles, ta bête. Allez, retourne chez ta mère, c'est la seule femme qui t'aimera. Ces mots, ces insultes, j'en avais assez. Plus qu'assez. Heureusement, je l'ai trouvé. À moins que ce ne soit lui qui m'ait trouvé. Mon seul ami. Il faut que je remette mes idées en place, que je me souvienne de ma vie, avant de le rencontrer, et de tous les bienfaits qu'il m'a apportés, de comment il a changé mon existence. Alors je saurai ce qu'il me reste à faire. Un jour, je suis né.
Supérieur à toi, maman. Tu l'as vu aujourd'hui. Je venais d'entrer au collège lorsque ma sœur s'est faite violer. Elle avait 16 ans. Voilà ce qui arrive lorsque l'on part faire son jogging, un soir d'hiver dans les bois. Je me souviens exactement de la date. On était le 23 décembre, juste avant Noël donc. Cette fête hypocrite où les riches célèbrent la joie d'être en famille, tandis que les SDF crèvent de froid dans les cartons. Après enquête, un suspect a été arrêté. Une vieille pourriture de la soixantaine, qui a été reconnue innocente après jugement. J'étais sûr que cet homme était coupable, je le voyais dans ses yeux au tribunal. Et ils l'ont relâché. La justice est bien à l'image de notre société. C'est pourquoi il vaut mieux la rendre soi-même. Me voici donc arrivé au jour où je l'ai rencontré. C'était avant-hier. J'étais parti me recueillir sur la tombe de mon père après le lycée. Le cimetière est sans doute le seul endroit où je me sens à l'aise. Les vivants ne me comprenant pas, je n'ai qu'à me tourner vers les morts. C'est alors que je l'ai vu. Ce collier en argent, sur une tombe voisine de celle de mon père. Un rubis était accroché en pendentif. Que faisait un objet aussi précieux ici? Le rouge sanguinolent de cette pierre précieuse pénétrait ma pupille et s'incrustait dans mon âme. Il me fallait ce collier. Je le savais. J'ai tout de suite saisi le bijou et l'ai accroché autour de mon cou. Le rubis pesait lourd. C'est alors qu'un gardien du cimetière m'a interpellé. « Hé toi, le pilleur de tombe !» Je me suis retourné, pris d'un sentiment de panique. J'ai alors vu l'homme qui se dirigeait vers moi se tenir la poitrine et tomber par terre. Je me suis approché, effrayé. Il ne respirait plus. Choqué d'avoir assisté à la mort d'un être humain, j'ai couru jusque chez moi sans réfléchir. Mon collier était si léger tout à coup. Ma sœur était partie vivre à Paris avec son copain. Ma mère, quant à elle, regardait toujours la télé et elle ne faisait guère attention à moi. Je me suis enfermé dans ma chambre, hanté par le souvenir de la scène à laquelle je venais d'assister. J'ai caché le rubis sous mon t-shirt avant de descendre dîner. Il ne fallait surtout pas que ma mère remarque cette pierre précieuse autour de mon cou, car je suis sûr qu'elle aurait voulu la revendre. Je n'ai pas retiré le collier lorsque je me suis couché. Le lendemain, je suis allé en cours comme d'habitude. J'étais horriblement fatigué parce que j'avais très peu dormi à cause de nombreux cauchemars. Dans le bus, je somnolais, mais j'étais toujours ramené à la réalité par un choc. C'était comme si, voyant que je m'endormais, mon corps m'envoyait une décharge électrique pour me maintenir éveillé. C'est l'heure du repas au self que j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Je mangeais seul à ma table, comme d'habitude. Le plat baigné dans l'huile, si bien que j'ai malencontreusement taché le vêtement d'un gars de la table d'à côté lors d'un mauvais coup de fourchette. Ce crétin a commencé à me chercher. Il se levait et m'a bousculé. Je suis tombé de ma chaise et ça l'a fait rire. Il faisait le fier devant sa copine. Je me suis levé, sans rien dire, mais il m'a poussé à nouveau et je me suis encore retrouvé sur le sol. Il m'a ensuite donné un violent coup de pied dans la jambe en m'insultant. « Allez, défends-toi, c'est un mec !» Je sentais la rage prendre possession de mon corps au fur et à mesure de ses coups. J'ai tenté de me remettre debout, en le regardant dans les yeux, afin de lui faire comprendre qu'il ne m'impressionnait pas. Il a mis ses deux mains sur son cœur, et il est tombé par terre. Sa copine a hurlé et s'est précipitée sur lui. Il ne respirait plus. Je le voyais bien, tout le self a commencé à s'attrouper autour du corps, et j'ai couru pour sortir du lycée, paniqué et en pleurs. Mon collier me semblait bien moins lourd que d'habitude. Qu'est-ce que j'étais sensible à l'époque. Je marchais dans la rue, plongé dans mes pensées. Ces deux morts, depuis que j'avais trouvé ce maudit collier. Il était la cause de mon malheur. J'ai voulu l'arracher, quand une voix a retenti, pas seulement dans ma tête, mais dans tout mon corps. J'ai d'abord eu un sursaut, mais cette voix était rassurante. Une voix de jeune homme, une voix douce, une voix d'ami. Ne fais pas ça. Nous pouvons accomplir tant de choses, toi et moi. Je restais sans rien dire. Ce collier me parlait. Je sais que tu as souffert toute ta vie, mais écoute-moi. Je te permets de prendre ta revanche. Ensemble, nous vengerons les larmes par le sang. La vengeance. Je connaissais son nom par cœur, et il m'a été facile, grâce à Internet, de retrouver sa trace. Ce salopard n'habitait pas bien loin, en réalité. Une ruelle, avec 2 habitations. Je n'avais qu'à l'attendre sagement devant chez lui. Bientôt 20h, il ne devait pas tarder à rentrer de son travail. Il est arrivé en marchant avec sa sacoche de bureau à la main. En me voyant le fixer, il m'a salué avec un petit air inquiet. « Alors, pas trop dur ta journée ?»
Il m'a regardé d'un air incrédule. Je pouvais apercevoir chaque ride de son visage pourri, par le temps et le crime. Ah, je vous demande pardon, on se connaît? Excusez-moi, c'est que je m'inquiète pour vous, monsieur. Cela doit être très fatigant comme travail de violer des jeunes filles. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi puissant et heureux qu'au moment où cet homme est tombé raide sur le trottoir. Un sentiment d'extase me parcourait tout le corps, et mon collier ne pesait plus rien. Je souriais lorsque je me suis penché sur le cadavre et que j'ai effleuré sa peau transpirante de mes doigts. Je devais à présent encore plus faire souffrir ses proches, comme il m'avait fait souffrir en déshonorant ma sœur. J'ai pris les ciseaux à bout pointu que j'ai toujours dans mon sac, et je lui ai crevé les yeux. Sa famille ne pourrait plus jamais croiser son regard pour lui dire adieu. J'ai ri. Voilà ma sœur, tu vois. Je suis un mec bien, je t'ai vengé. Les morts suffisaient pour ce jour-ci. J'ai donc décidé de rentrer chez moi, et sur la route, je souriais toujours. Félicitations, mon ami. Tu vois tout ce que nous pouvons réaliser, et ce n'est qu'un début. Comment ça, un début? Tous ceux qui t'ont fait souffrir ne doivent pas rester impunis. Repense aux enfants qui t'ont pété à l'école. Ils ne méritent pas la mort. Tu penseras différemment bientôt, je te le promets. Mon ami, j'avoue avoir été méfiant lorsque tu m'as dit cela. Je te demande pardon. Tu m'as ouvert les yeux. Le lendemain matin, lorsque je suis descendu pendant mon petit déjeuner, ma mère était toujours devant la télé. Et moi, je gardais toujours mon ami collé contre mon torse. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a parlé. C'était la première fois depuis bien des matins. Elle m'a dit qu'ils avaient montré une photo de moi aux infos, penché sur un cadavre. Cette photo avait été prise par la femme du vieil homme mort, qui regardait par la fenêtre de la maison. Ma mère avait les larmes aux yeux en me demandant si j'avais tué cet individu. J'en étais presque ému. Pourtant, c'est en souriant que j'ai répondu que j'avais tué le violeur de ma sœur. Elle m'a longtemps regardé sans rien dire, puis a prononcé une phrase, une seule, qui m'a transpercé comme un poignard. J'appelle la police. Mon ami a alors hurlé dans mes entrailles. Tue cette garce! Mais c'est ma mère! Tu vas finir en prison, espèce de lâche. Les autres avaient peut-être raison de traitant de couille molle. J'ai tué ma mère. Lorsqu'elle est tombée sur le sol du salon, à côté du téléphone, j'étais d'abord trop choqué pour faire quoi que ce soit. Puis, j'ai reçu comme une nouvelle décharge électrique. D'abord douloureuse, mais vite incroyablement agréable. J'observais le cadavre et je riais. Je riais lorsque je lui ai arraché les vêtements. Je riais lorsque j'ai pris le couteau de cuisine et que je lui ouvrais le ventre. Je riais lorsque je léchais son ventre couvert de sang, tandis que mon ami me disait « En te nourrissant, tu me nourris. En me nourrissant, tu me rends plus fort. Et tu me permets de t'aider dans ta soif de vengeance. À nous deux, nous créerons une société parfaite et juste. Éliminer Aujourd'hui, je sens que je vais partir. Je vais profiter de la journée pour dire au revoir à mes proches et attendre patiemment dans mon lit. Je ne sais pas si ça sera douloureux. J'espère que non. Si je sais que je vais mourir, ce n'est pas que je vais me suicider. C'est que je l'ai vu plusieurs fois dans le miroir. Une ombre. Je l'ai vue de temps en temps du coin de l'œil, derrière moi. Mais quand je regardais plus attentivement, il n'y avait plus personne. Il y a aussi les fois où j'ai senti l'odeur de la mort. Vous savez, l'odeur des cadavres d'animaux que l'on peut sentir parfois dans la forêt. Je l'ai senti à plusieurs reprises chez moi. Je n'ai pas d'animaux, vous le savez bien. Il n'y avait aucune raison à ce que je sente cette odeur. Mais je l'ai senti. Quelques secondes à chaque fois. Comme si quelqu'un passait et laissait son parfum flotter dans l'air quelques instants. Voir cette ombre dans le miroir ne m'a pas énormément surpris. Je dois dire que je savais que j'étais suivi par quelque chose. Enfin bref, j'ai écrit ces quelques mots pour dire certaines choses que je n'ai jamais dites à qui que ce soit. Et je sais que ça va en bouleverser quelques-uns. Je vais commencer par Lilian, mon voisin. Je t'ai toujours détesté. Je pense que tu le sais. On ne s'est jamais vraiment entendu.
quand je t'ai invité chez moi, c'est parce qu'Émilie me le demandait. Moi, je n'ai jamais pu te blairer. Rien qu'à devoir manger, j'avais envie de t'étrangler. Tu n'as rien fait pour ça. Bon, tu matais ma femme, mais à part ça, rien. Ou du moins, je l'ai jamais su. C'est physique, tu comprends. On ne peut pas faire grand chose dans ce cas. C'est comme quand j'étais petit. Je détestais les choux de Bruxelles. Y a rien à faire, je trouve ça toujours aussi immonde, peu importe la façon dont c'est cuisiné. Bah toi c'est pareil. Tu es un chou de Bruxelles. Il fallait que je te le dise avant que je parte, tu comprends. Tu te souviens le lapin de ta fille qui a disparu? Je vais maintenant t'avouer qu'il ne s'est pas échappé de la cage que tu avais laissée dans ton jardin, Lilian. C'est moi qui ai pris le lapin. Pourquoi? Juste pour te faire chier. Et j'aimais voir ta gamine pleurer et t'accuser. Je me souviens. J'étais installé sur la terrasse et j'écoutais ta fille t'insulter de monstre. C'était une douce mélodie à mes oreilles. Tu te souviens qu'on t'avait invité, toi et ta fille, le lendemain? Je te laisse deviner ce que j'avais préparé comme viande. Tu te souviens? Le plat que vous avez adoré, toi et ta fille. Ensuite, je voudrais dire quelques mots à Bastien, mon frère. Toi que maman adorait. Elle t'a toujours préféré parce que tu étais le premier. Celui qu'elle avait voulu vraiment avoir par amour, pas par besoin financier. On a 2 ans de différence, et ces 2 ans ont été un fossé entre nous. Je n'ai jamais réussi à être proche de toi. J'aurais tant voulu pourtant. Je me souviens, quand on jouait aux échecs parfois dans le jardin, tu me laissais gagner. J'ai longtemps cru que c'était pour me faire plaisir, mais j'ai su un peu plus tard que c'était pour vite finir la partie parce que tu en avais marre de passer du temps avec moi. Je l'ai su parce qu'un après-midi, je t'ai vu dans la cuisine avec maman, qui t'a tendu un billet de 100 francs pour que tu joues un peu avec moi. Je n'ai jamais rien dit à ce propos, ni à toi, ni à maman. Mais depuis ce jour, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'avais plus confiance en mes proches. Je me demandais souvent comment faire pour savoir si ceux qui disent nous aimer nous aiment sincèrement, ou si c'est juste des mots sans aucune valeur. Enfin bref, je ne suis pas en train d'écrire cette lettre pour essayer de te faire comprendre quelque chose. De toute façon, tu ne comprendras pas ce que je voudrais te dire. Si tu figures sur cette lettre, c'est parce que je vais t'avouer quelque chose. J'imagine que tu te souviens de ce qui s'est passé quand nous étions au lycée. Et j'imagine que tu te souviens de Linda. Une fille comme elle, tu n'as pas pu l'oublier. Je l'ai pas oublié non plus. Tu étais amoureux d'elle, et je dois t'avouer que je l'étais aussi. Et pour tout te dire, parfois, on se retrouvait tous les deux à la sortie des cours pour s'embrasser un peu sur le chemin de terre à côté de la maison. Rassure-toi, on n'a jamais été plus loin que les baisers. Mais j'étais fou d'elle. Enfin, c'est ce que je pensais quand j'avais 16 ans. Maintenant, je me rends compte que cet amour n'en était pas vraiment. Quoi qu'il en soit, tu dois aussi te rappeler ce qui t'est arrivé. Quand une bande t'a pris dans une camionnette pour t'emmener dans une maison abandonnée et t'ont infligé diverses tortures. Comme des coups de fouet, les ongles arrachés, les cheveux tondus, les dents cassées. La police n'a jamais retrouvé ces 2 personnes. Je vais t'avouer maintenant que c'est moi qui ai payé ces hommes pour te faire ça. Tu comprends? J'avais la haine envers toi. Tu avais tout ce que je voulais. Et surtout, tu sortais avec la fille que j'aimais. C'est la seule solution que j'ai trouvée, tu comprends? Je ne vais pas te dire que je suis désolé, parce que ce n'était pas le cas. Et puis tu as été encore plus sous l'aile de maman après ça. Le pauvre petit Bastien victime de torture. Le truc que tu n'as pas mentionné, ni à maman, ni à ta copine, ni à la police, c'est que tu as eu droit à plusieurs sodomies. Et que d'après les gars, tu n'avais pas eu l'air de détester ça. Bastien, je voudrais te dire, je suis heureux de mourir avant toi. C'est quelque chose que tu ne m'auras pas volé. Je te déteste. Puisque j'en suis à l'époque du lycée, je veux aussi parler de Julien. C'est moi qui l'ai tué. Alors, je sais que vous ne comprendrez pas. Personne n'est au courant à part lui et moi, bien entendu. Je sais qu'il était un garçon très gentil, très timide aussi. Sans amis, sans personne à qui parler. Alors quand j'ai commencé à avoir des pulsions,
Je me suis dit qu'il serait parfait pour ma première fois. Alors que j'écris ces mots, je me rends compte qu'ils peuvent être mal compris. Non, je ne parle pas de pulsion sexuelle, quoique. Quand je suis dans cet état, je ressens beaucoup d'excitation. Je n'arriverai pas à vous décrire le genre de pulsion que c'est, mais c'est très fort. Donc ce Julien était seul, et j'ai profité de sa solitude. Je me suis fait passer pour un ami, et il a commencé, au fil des jours, à tomber amoureux de moi. Moi je jouais le jeu. On se voyait souvent en dehors des cours et on s'embrassait dans le cimetière. C'était le seul endroit discret du village. Il avait peur de se faire surprendre à embrasser un mec. Moi ça ne me gênait pas, je faisais ce que je voulais. Un jour, alors qu'on était en train de se chauffer, je lui ai dit que j'aimerais aller un peu plus loin, et je lui ai demandé de me suivre dans le bois, celui à côté de l'étang, où j'aime pêcher le dimanche. Il a commencé à se baisser, il voulait me faire une fellation. C'est quand il était occupé à déboutonner mon jean, que j'ai sorti mon couteau et que je lui ai planté dans la tête, en plein dans ses joues. Il s'est relevé plein de terreur dans les yeux. Il me regardait, et regardait ses mains pleines de sang, puis il a commencé à courir, mais il est tombé. Je me suis précipité vers lui, et vu qu'il commençait à hurler, j'ai été obligé de lui trancher la gorge. Il est mort quelques secondes après. Vous auriez vu tout ce sang. C'était quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'excitant le fait de prendre une vie. On se sent puissant, un peu comme Dieu. On décide de la vie et de la mort des gens. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans le fait de tuer. Quand je vois les yeux de ces pauvres petits agneaux, qui savent que leur heure est venue, je me demande souvent ce que ces personnes pensent lors de leur dernière seconde. Est-ce qu'elles prient un éventuel Dieu? Pensent leurs proches? C'est à partir de Julien que j'ai su ce qu'était ma vocation ici. C'est pour cette raison que je vais vous dire des noms. Teresa, Kylie, Christian, Jacob, Mathéo, Xavier, Julie, Christine et Michael. Ces prénoms vous sont familiers, je suppose. Il s'agit des disparus du village ces dernières années. Tous d'âges différents, de sexes différents. Aucun lien ne les rapprochait. Juste un point commun. Moi. Je les ai tous tués. Pour certains, c'était rapide. Pour d'autres, je pense à Kylie, ça m'a pris plusieurs jours. J'avais adoré ça. Je l'avais enchaînée dans la maison où Bastien avait été torturé. Et je lui ai fait comprendre que j'étais son dieu. Je me suis bien amusé avec elle. Mais elle a fini par se vider de son sang. Les corps sont tous dans un trou, creusé dans la forêt. Là où il y a le lac où j'adore pêcher le dimanche. D'ailleurs, vous trouverez aussi un autre trou, fraîchement creusé. C'est Émilie. Je l'aime plus que tout, vous savez. Je ne voyais pas ma vie sans elle. Alors l'éternité, il en était hors de question. Je n'ai pas eu la force de la tuer. Du coup, comme je savais que j'allais mourir bientôt, parce que je voyais ses tombes dans la glace de plus en plus nettement, elle avait les traits des petits agneaux que j'ai envoyés au paradis. Comme je savais que j'allais mourir, j'ai eu le temps de creuser un trou dans le bois, là où il y a le lac où j'adore pêcher le dimanche. Je me suis baladé main dans la main avec Émilie, profitant du silence, des étoiles, et de la chaleur de sa main dans la mienne. Arrivé pas très loin du trou, elle ne pouvait pas le voir, j'avais pris soin de détourner son regard. Je l'ai embrassée. Je voulais sentir ses lèvres sur les miennes une dernière fois. Et je l'ai poussée. Elle est tombée dans le trou en criant. Elle me demandait pourquoi j'avais fait ça. Et elle essayait de remonter. Je n'avais pas prévu ça dans le plan. C'est pour cette raison que vous, enquêteur, vous trouverez ses chevilles brisées, ainsi que ses poignets. Je voulais pas la tuer. Une fois dans le trou, allongée et toujours vivante, je l'ai recouverte de terre. J'ai mis plusieurs heures. Quand j'avais fini, le jour commençait à se lever. Ça me faisait un peu de peine, mais il fallait que je le fasse. Comme ça, à mon réveil, enfin, à mon vrai réveil, elle sera là, et je pourrai passer l'éternité avec elle. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Je me dis que si jamais je me réveille vivant, je jetterai cette lettre et appellerai la police pour la disparition d'Émilie. Sinon, vous savez enfin ce que je pense de certains d'entre vous. Et pour les familles des agneaux, vous avez enfin de quoi faire votre deuil. Je voudrais qu'on déverse mes cendres dans le lac, vous savez, là où j'adore pêcher le dimanche.
L'obscurité était à présent totale. Des rafales glaciales battaient dans nos cheveux. Les grillons jouaient leur symphonie nocturne, une symphonie que nous allions bientôt découvrir sinistre. Moi et mon frère nous dirigeâmes vers le cimetière afin d'accomplir notre délire d'adolescent attardé. Nous étions en vacances sur la côte croate. Comme chaque année, nos parents nous emmenaient vers une destination exotique pour ouvrir notre horizon, disait-il. Dans la monotonie du quotidien, nous avons voulu pimenter notre séjour. Un piment peut-être trop fort pour nos langues légères. Les beaux paysages, les bruits des vagues se cassant sur les falaises et l'inactivité du bronzage n'étaient pas suffisants pour nous. « Allume la lampe, je ne vois rien. »« Quoi, tu trembles déjà du genou ?» me dit mon frère avec un sourire et un relèvement de sourcils idiot. Mon petit frère était un adolescent dans la fleur de l'âge. Il collectionnait les boutons et la fainéantise des journées improductives. Il était doué d'une assurance à l'italienne, le style d'assurance qui s'effrite à la moindre gravité. Mais plus que son assurance, c'était sa touffe de cheveux qui me faisait sourire à chaque fois que je le regardais discrètement du coin de l'œil. Quant à moi, on me qualifiait souvent d'égoïste et de narcissique, bien que je me voyais plutôt comme un gars posé et altruiste. Il y avait là matière à réflexion. Nous marchâmes sur un petit chemin rudimentaire, aménagé spécialement pour les touristes descendant sur la plage, et nous venions de nous enfoncer dans un passage devenu lugubre une fois la nuit tombée. Les ténèbres enveloppaient la moindre parcelle de matière et sans lumière, la probabilité de se péter une cheville était plus que positive. Nous descendîmes l'escalier, guidés par notre fidèle lampe à dynamo, et nous avions enjambé le portail entrouvert du cimetière. Après avoir vu Devil Inside, je dois t'avouer que ça me fout un peu les boules. Se plaignit l'enfant aux cheveux sauvages. Ah mais non, arrête tes bêtises, tout ira bien. Nous avions choisi un coin assez confortable pour débuter la séance de spiritisme. Comment est-ce qu'on fait ça ? Me demanda-t-il. Éteins la lampe. Le cimetière était petit. Les Croates devaient enterrer leurs morts debout, sûrement pour économiser les parcelles cultivables. Le peu de croix en hauteur se découpait avec une âcre nostalgie sur un ciel étoilé. Le faible éclairage de la lune rebondissait sur l'assemblage des atomes qui formaient les pierres tombales. Le vent se levait par intervalles, plus fort, plus puissant, et caressait maladroitement les arbres qui se tordaient dans un craquement sinistre. Des cris d'effroi, des cris qui nous demandaient de quitter les lieux. Un frisson dans le dos. Le plus sincèrement, je voulais en finir au plus vite. Je reprenais du courage, me raclais la gorge et fusais. « Ô esprit du vent, de la mer et de la terre, éveillez-vous. Donnez-nous un signe de votre existence, je vous invoque !» Le vent s'était quelque peu calmé. Mon frère avait suivi mes recommandations. Yeux fermés, esprit clair, ne pensait qu'à une chose et se concentrait sur ma voix. Comme rien ne se produisit, je continuais. « Esprit des morts, des décédés et des macabées, nous sommes venus empiéter sur votre demeure. Apparaissez-nous !» Une rafale de vent nous percuta, moi et mon frère, nous donnant à coup sûr la chair de poule à tous les deux. Certain que rien ne se produirait ce soir-là, je mis les bouchées doubles une dernière fois. Esprit des corps putrides qui gisent lamentablement dans ce vieux et morne cimetière, je vous ordonne de vous montrer. Moi, humain arrogant, qui a sûrement plus de chances d'être en vie que vous. Avais-je lâché lourdement, et avec certes, une pointe d'ironie humoristique. Mon frère avait ouvert les yeux et me regardait. Il avait sûrement dû comprendre que c'était HS pour la soirée. Aussi, avait-il continué sur un ton exaspéré. Rien. Avant que je puisse continuer sa profonde réaction verbale, dans un coin du cimetière, un bruit. Des pleurs. Des pleurs de bébé. Là, sur une tombe, gisait quelque chose. L'instinct de survie de mon frère le poussa vers moi, s'accrocha à mon bras dans un putain involontaire. Il espérait sûrement que je fasse quelque chose. J'étais le grand frère, celui auquel reviennent les responsabilités en cas de pépin. Quant à moi, j'étais tétanisé. Mon cerveau était court-circuité. Moi qui aimais prévoir et calculer chaque chose, je venais de me prendre une douche froide. Que dis-je ? Une douche glaciale. Un bain de minuit dans l'océan hivernal. « Enzo, merde, j'ai peur, fais quelque chose !» gémit-il avec une voix cassée, au bord des larmes. Les pleurs étaient déstabilisants. Les pleurs d'agonie d'un bébé, de souffrance, des pleurs de mort, de faim, des larmes qui vous veulent du mal. Je me ressaisis partiellement. Assez, foutons le camp d'ici. Je poussai le petit devant pour lui éviter d'avoir cette intense angoisse que les gens ont. Quand ils sont accompagnés par la peur, toujours l'impression qu'ils vont se faire saisir par derrière, par une main, ou pire, une chose maléfique. Je tremblais de partout. Mes jambes étaient soutenues par mon instinct de protection familiale. Un froid glacial m'avait envahi, et nous nous sommes mis à courir aussi vite que possible, aussi fort que possible, tout en prenant soin de rester ensemble. Une fois arrivés à la résidence,
nous nous sommes jetés en boule chacun de notre côté, dans le lit commun de la maison où nous habitions. La nuit fut atroce. Les pleurs nous avaient hantés à un long moment. Nous les entendions au loin comme des appels machiavéliques, sadiques, dirigés contre nous. Le lendemain, nous nous sommes pointés sur les lieux du cimetière et nous nous sommes excusés aux morts, dans l'espoir d'avoir leur bienveillance. Nous nous sommes jurés de ne plus jamais les offenser, et nous nous sommes plaints de notre stupidité. Cependant, comme vous vous en doutez, la vie n'est jamais ce que l'on pense être. Après avoir demandé aux parents s'ils n'avaient pas entendu des bruits suspects, nous étions certains que ces pleurs nous étaient destinés. La semaine qui a suivi notre séjour, chaque nuit, entre minuit et 3 heures du matin, les pleurs nous donnaient rendez-vous. Nous n'étions plus que 2 corps glacés par la peur de notre lit, ne sachant pas nous encourager ou même expliquer notre connerie. Nous avions fait une bourde. Les mêmes lamentations provenaient du cimetière inlassablement. Ensuite, la libération, le repos non mérité de 2 curieux. Nous avions espéré qu'en partant de la Croatie, tout cet épisode serait oublié. Nous nous étions trompés. Après la Croatie, notre père voulait faire une halte pour une semaine en Italie, histoire de voir ses concepteurs et régler des détails avec notre future maison en construction. Même scénario. Des pleurs. Avec cependant une légère variation. Le mécontentement de ce fœtus sorti de l'enfer provenait de derrière la porte d'entrée de notre cabane. Nous dormions dans la maison en construction. Les lamentations semblaient s'être rapprochées. Une fois de retour au pays résident, « Pourquoi me quittes-tu » me dit-elle d'une voix cassée. Elle, c'était Yuna, ma petite amie. Son manque de réceptivité ne m'a pas vraiment plu, et je faisais plus de pertes que de bénéfices sentimentaux en sa présence. Alors qu'on venait de discuter pendant Dieu sait combien de temps, elle me posait inlassablement la même question, en boucle, comme dans un jeu vidéo qui plante. Je viens de te le dire, et puis, j'ai ramené quelque chose de vraiment mauvais avec moi. Comme à son habitude, elle me regardait avec des yeux implorants, pour que je lui dise tout. Elle n'avait pas besoin de me le faire savoir, je l'avais deviné. Aussi, me suis-je mis à compter mes péripéties. Tu comprends, cette chose, ce fœtus démoniaque, ce bébé sorti de l'enfer. Il semble m'en vouloir. Il hurle, et pleure, et crie, comme s'il s'étouffait, comme si on l'avait noyé à la naissance, ou délaissé. Ses cris me percent le tympan et chaque soir il est là. Il véhicule la peur, l'effroi. Il est dans ma chambre. Il se rapproche toujours un peu plus. Et je n'ai pas la force de me lever, de le regarder, de le prendre dans mes bras. Il est maléfique, ça se sent. Il m'en veut à moi, tout ce qui lui est arrivé. Il est en colère. Il a la rage et il veut me le faire payer. La seule nuit où j'ai essayé de l'approcher, je l'ai vu, gisant sur le parquet de ma chambre. Une couverture l'enveloppait. L'intérieur était tout noir. Sûrement une chose carbonisée. Je n'arrivais à apercevoir aucune forme. Une forte émanation et odeur nauséabonde, un corps brûlé. Et plus je m'approchais, et plus les pleurs augmentaient en intensité. En s'étouffant, il brouillait mon âme, ma vue, mon ouïe, jusqu'à ce que je m'évanouisse de peur. J'étais tétanisé. Et elle me regardait. Elle voyait les cernes sous mes yeux, la dégradation de ma santé mentale. Elle regardait un fou, qui bavait la folie. « Laisse-moi t'aider », me supplia-t-elle. Et je l'avais quittée, sans un regard. Quelque chose au fond me disait qu'il ne fallait pas que j'empire la situation, qu'il était déjà peut-être un peu trop tard. Il était presque minuit, je me roulais en boule dans ma couverture, me tournais face au mur pour être dos à la vision ouverte de ma chambre. Je mordais des dents et je m'apprêtais à encaisser. Je savais qu'il reviendrait, alors j'attendais. Juste là, à côté de mon matelas, tout près, plus près que jamais. Les larmes me montaient aux yeux. J'étais seul, isolé, poussé dans les derniers retranchements de ma propre folie, de ma malédiction, de ma démence. Quand soudain, les pleurs s'étaient arrêtés. Je restais figé dans le noir, plus aucun bruit, et j'étais certain qu'il n'était même pas 3 heures. Que pouvait-il se passer? Ne pas se retourner. Surtout, ne pas se retourner. Ne pas donner un jeu facile au diable. Un petit gloussement enfantin avait surgi de tout près. Des petits bruits de pas. Un enfant qui court. Un bruit de pieds nus sur le plancher. La peur me gelait l'essence. Mon corps était très froid. Ma démence devenait corrosive. Ma respiration s'accéléra. Une pression sur le lit. Le bambin avait monté sur mon matelas, était debout et me contemplait. Je le sentais. Je sentais sa respiration saccadée. Ses petits yeux noirs me scrutaient. Son sourire carnassier, aux dents pointues. Sa peau carbonisée et les lambeaux de chair qui tombaient sur les draps. Je sentais même ses cheveux brûlés sur un crâne décomposé par le feu.
et son visage défiguré et ravagé par les flammes. Mon cœur battait à s'en rompre les artères. Il tira sur ma couverture, de ses petites mains charnues et infernalement potelées. Je ne supportais plus le noir, cette présence pesante, étouffante, cette odeur, ces nuits d'effroi, cette existence démente et chaotique. J'enlevai ma couverture. Je me retournai. Et je le vis. À l'heure actuelle, je ne sais même pas si c'est la meilleure chose à faire. Mais je pense qu'il est important de vous raconter ce qui s'est passé chez moi ces 2 dernières semaines. Je suis vraiment terrifié, mais je ne pense pas pouvoir aller voir la police ou mes amis avec ce que je m'apprête à vous dire. Ma mère et moi vivons dans une simple maison à 2 étages. Rien que nous 2. Nous nous entendons toujours très bien et passons beaucoup de temps ensemble. Mais depuis que je suis revenu de la fête de mon ami, elle n'est plus la même. Je suis rentré assez tard, peut-être 2 ou 3 heures du matin. J'ai garé ma voiture dans l'allée et je suis entré dans la maison aussi discrètement que possible, afin de ne pas déranger ma mère pendant qu'elle dormait. Je me suis discrètement faufilé dans l'obscurité de ma maison jusqu'à la cuisine pour prendre de l'eau et des collations à emporter dans ma chambre. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai allumé la lumière et, à ma grande surprise, ma mère était déjà debout dans la cuisine. Elle regardait par la fenêtre, au-dessus de l'évier, l'étendue sombre de notre arrière-cour. Surpris, je lui ai demandé « Maman, pourquoi est-ce que tu restes debout dans le noir au milieu de la cuisine ? Qu'est-ce que tu regardes ? C'est un peu flippant. » J'ai essayé de tirer un peu d'humour de la situation, m'attendant à ce qu'une autre remarque humoristique me soit faite en retour. Mais elle ne m'a pas répondu. De là où je me tenais, je ne pouvais pas voir son visage, alors qu'elle regardait toujours par la fenêtre. C'était vraiment difficile de deviner ce qu'elle avait en tête. Eh ben, la fête était cool. Je suis parti un peu plus tôt parce que tous mes amis sont partis. Ai-je dit, en prenant ce dont j'avais besoin dans le frigo. Encore un peu curieux et inquiet pour elle, j'ai demandé « Hé, tu vas bien ?» Elle me répond sans quitter la cour des yeux. « Oui, d'accord. » Mais la façon dont elle m'a répondu était bizarre. Elle l'a fait avec ce qui semblait être une voix excitée et joyeuse, comme si elle acceptait une invitation ou une proposition de quelqu'un qu'elle aimait vraiment. C'était complètement inapproprié pour l'ambiance et le cadre dans lesquels nous étions. C'est difficile à bien expliquer. De tous les films d'horreur que j'ai vus, je savais que l'approcher n'était pas vraiment quelque chose que je devais faire. Et honnêtement, à l'époque, sa réponse m'avait suffi. J'ai pris mes collations et je suis monté immédiatement dans ma chambre pour dormir, laissant les lumières de la cuisine allumées pour qu'elle finisse ce qu'il était en train de faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur du petit déjeuner. C'était normal, car elle me prépare généralement le petit déjeuner le week-end, parce qu'elle n'est pas pressée de se rendre au travail. Je descends et la salue avec un bonjour, alors que je me verse du jus d'orange et que je m'assieds. Elle me répond par un « Bonjour chérie ». Elle semblait complètement revenue à la normale. J'étais soulagé. Je ne savais pas ce qui s'était passé la nuit dernière. Je ne savais pas si elle était émotive ou si je l'analysais trop, mais j'étais prêt à passer outre. Elle est venue vers moi avec une omelette et des pommes de terre et a commencé à me servir. Elle m'a demandé comment s'était passée la fête et si j'avais bien dormi. Je voulais lui dire que je lui avais déjà répondu hier, mais j'ai préféré répéter ce que je lui avais dit la veille. C'était bien, je suis parti un peu plus tôt parce que tous mes amis sont partis. Ah, je vois. Eh bien, je suis contente que tu ne sois pas resté toute la nuit, car tu n'aurais pas pu prendre le petit déjeuner ce matin. Il semblait qu'elle n'avait pas remarqué que je lui avais donné la même réponse que la nuit précédente. Nous nous sommes assis à table ensemble et avons commencé à discuter. Alors que je coupais mon omelette et portais la fourchette à ma bouche pour la première bouchée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le morceau que j'avais coupé. J'ai regardé de plus près et j'ai remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur légèrement liquide de l'omelette. Je l'ai sorti avec ma main pour voir que c'était une petite aiguille à coudre. Assez petite, pour qu'elle soit presque complètement indétectable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mon cœur a commencé à battre vite quand je lui ai demandé « Maman, qu'est-ce que c'est ?» J'ai levé l'aiguille et lui ai montré ce que j'avais trouvé dans ma nourriture. C'était à l'intérieur de ma nourriture. Après l'avoir vu, son visage semblait inquiet. Elle s'est immédiatement excusée et a insisté encore et encore sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont elle était entrée dans mon omelette. « Je suis tellement désolé. Tu sais que je ne te ferai jamais sciemment quelque chose pour te blesser. » me dit-elle en me faisant un câlin. « Ne mange plus ça, je vais t'en faire une autre. » À ce moment-là, j'avais perdu l'appétit, mais elle a réussi à me convaincre que c'était vraiment un accident.
Honnêtement, j'ai commencé à me sentir un peu mal d'avoir même accepté l'idée qu'elle l'ait fait exprès. C'était juste un événement si étrange que je me demandais s'il y avait une intention malveillante derrière cela. Le reste de notre journée se poursuivit normalement. Nous avons beaucoup ri, regardé certains de nos films préférés, bavardé, puis avons terminé notre longue journée avec notre habituelle bonne nuit. Je me suis couché ce soir-là vers 22h30. Quand j'étais petit, j'avais une peur bleue du noir, alors ma mère a acheté 2 veilleuses et en a mis une dans ma chambre et une dans le couloir. Bien que je n'utilise plus celle de ma chambre, nous avons toujours continué, pour une raison quelconque, à en laisser une dans le couloir. Je suppose que nous étions juste habitués à ce qu'elle soit là et n'avons jamais eu de raison de l'enlever. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé assoiffé et j'ai bu le verre d'eau sur ma commode, à côté de mon lit. En faisant cela, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sous ma porte, je pouvais voir la lueur familière de la veilleuse. Cependant, la lueur était partiellement couverte par une ombre. Je pouvais dire que quelqu'un se tenait juste devant ma porte. C'était assez intriguant pour que je ne fasse absolument rien d'autre que de regarder pendant 1 à 2 minutes. L'ombre n'a jamais bougé, pas même légèrement. Après un certain temps, j'ai appelé vers la porte. « Maman ?» Sans entendre aucune réponse, je vois l'ombre commencer à se déplacer lentement et silencieusement vers la direction de la chambre de ma mère. Le lendemain matin, je descendis pour le petit déjeuner, un peu fatigué. Après l'incident de l'ombre, je n'ai pas pu bien dormir pour le reste de la nuit. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir l'impression d'être constamment surveillé. Immédiatement, j'ai demandé à ce sujet. « Maman, étais-tu à l'extérieur de ma chambre la nuit dernière, à environ 3h du matin ?» Ignorant ma question, elle me dit « Tu te souviens quand tu étais plus jeune et que tu me laissais brosser les boucles de tes cheveux? Nous devrions réessayer, allez !» Elle m'a fait signe d'aller vers l'évier de la cuisine qui était déjà légèrement rempli d'eau. J'ai aussi remarqué un conditionneur et une brosse sur le comptoir. À ce stade, j'étais réticent. Après avoir vécu les petites choses de ce qui m'était arrivé depuis la nuit de la fête, je pense que n'importe qui aurait été réticent. Mais quelque chose en moi me disait que c'était ridicule d'imaginer que ma mère était soudainement devenue une ennemie. Je pensais que j'exagérais et j'ai décidé de la laisser prendre soin de mes cheveux. Je me suis alors assis, me suis penché en arrière et mis ma tête au-dessus de l'évier, la regardant ainsi que le plafond, alors qu'elle commençait à conditionner et à démêler tous les nœuds que j'avais dans mes cheveux bouclés. J'avais oublié à quel point c'était bon d'avoir mes cheveux entretenus par quelqu'un. Après environ 25 minutes de conditionnement et de discussions aléatoires pour passer le temps, elle me dit qu'il était temps de finir. J'ai touché mes cheveux et j'ai été surpris de voir à quel point ils étaient lisses et hydratés. Elle a commencé à rincer mes cheveux avec la buse de pulvérisation du lavabo. Après en avoir rincé la majeure partie, elle m'a dit de me lever et de mettre ma tête face à l'eau pour qu'elle puisse bien continuer le rinçage. Nous avons continué notre conversation pendant qu'elle me rinçait les cheveux. Mais alors que j'étais en train de parler, j'ai senti une pression forte sur mon crâne. Soudain, ma tête est poussée dans l'eau qui remplissait le lavabo. J'ai immédiatement commencé à paniquer. J'étais en train de me noyer. Vous seriez surpris de voir à quel point vous vous sentez absolument faible dans une situation comme celle-ci. Votre esprit est dans un état de panique alors que quelqu'un pèse de tout son poids sur vous, vous tenant par l'arrière de votre tête. Mes bras alternaient entre s'agiter et essayer de me relever en utilisant le bord du comptoir de la cuisine. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la prise s'est relâchée et j'ai immédiatement levé la tête hors de l'eau, toussant et essayant de reprendre mon souffle. Je me retournai et fixai ma mère. « Putain, mais qu'est-ce que tu fous ?» j'ai crié en essayant de retrouver mon équilibre. Elle a commencé à rire et à me pointer du doigt tandis que son autre main frappait son genou encore et encore. « Je t'ai eu, tu aurais dû voir ton visage. » J'ai regardé avec incrédulité. Ma réaction malheureuse était suffisamment évidente pour qu'elle arrête de rire et me regarde d'un air inquiet. « Oh mon chéri, ne sois pas si chiant, c'était juste une blague. » Elle s'avança vers moi avec un mouvement d'étreinte. Je me suis éloigné, reculant prudemment, avec le même regard prudent sur mon visage. J'avais peur d'elle. Ce n'était pas le genre d'humour de ma mère. Ma mère n'aurait jamais fait ce genre de choses. C'est à ce moment-là que je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. À partir de ce moment, j'étais distant. Je ne lui parlais qu'en cas de besoin. J'ai commencé à sauter le petit déjeuner et le dîner tout en restant davantage dans ma chambre. Les nuits où elle se tenait devant ma porte ont continué. C'est arrivé tous les soirs à peu près, à la même heure. Chaque nuit, l'ombre sous ma porte disparaissait après un certain temps. J'étais beaucoup plus nerveux. J'ai commencé à quitter la maison le plus souvent et à rester chez des amis quand je le pouvais. Je faisais tout pour passer le moins de temps possible dans la même maison qu'elle. Elle a cessé d'aller travailler
Au lieu de cela, je la voyais toujours dans le jardin pendant la journée, faire des choses aléatoires comme creuser des trous, poignarder l'herbe avec une truelle ou se tenir debout sur l'herbe en se parlant à elle-même, même si je n'ai jamais pu entendre ce qu'elle disait. Mais ce qui m'est arrivé la nuit dernière est quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de m'endormir, je me souviens avoir prié pour dormir paisiblement toute la nuit, sans me réveiller, car voir son ombre sous la porte me met toujours profondément mal à l'aise. Pour mon malheur, lorsque mes yeux sont ouverts sur l'obscurité de ma chambre, j'ai réalisé que je m'étais réveillé à nouveau au milieu de la nuit. Je regarde lentement au bas de ma porte et je vois qu'elle est de nouveau là, debout, de l'autre côté de la porte, en silence. Je repose ma tête en arrière et j'essaye de dormir, mais étant donné les conditions, il n'y avait aucune chance que j'y parvienne. Mais cette fois, j'ai entendu frapper à ma porte. 1, 2, 3. 3 coups doux et espacés. Après cela, ce fut un silence mort. Je suis resté là, profondément terrifié. Pourquoi frappait-elle cette fois? Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Mon esprit s'emballait. Puis, il y a quelque chose qui s'est figé dans mon esprit. Une chose qui m'a terrifié. Ma porte n'avait pas de serrure. Depuis que je suis enfant, il n'y a jamais eu de serrure. J'ai encore entendu les coups. 1, 2, 3. J'ai immédiatement caché ma tête sous mes couvertures, revenant aux instincts d'enfant qui m'ont protégé des monstres durant toute mon enfance. Cependant, cette fois, je savais que cela ne me protégerait pas. J'ai entendu la porte s'ouvrir lentement, mes yeux se fermant hermétiquement alors que je me cachais sous mes couvertures. Je me préparais au pire. Mais il n'y a pas eu de bruit de pas. Avait-elle abandonné? Avait-elle ouvert la porte, puis est simplement partie? Est-ce qu'elle était toujours là maintenant? Toutes ces pensées m'ont traversé l'esprit. Ne pas connaître la réponse ne faisait que m'effrayer encore plus. Je me suis allongé sous mes couvertures et j'ai écouté. J'ai écouté pendant ce qui m'a semblé être 5 minutes. Le silence était intense. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ou de ce qui allait arriver. J'ai continué à écouter. Silence. Puis, j'ai entendu une rafale de pas. Ça allait à une vitesse inhumaine et je pouvais entendre le bruit d'un contact avec le sol. Puis les murs. Et puis le plafond. C'était tout autour de ma chambre. Mon cœur se serra. Mes yeux étaient si fermés que ça me faisait mal physiquement. Était-elle à 4 pattes? Est-ce qu'elle courait aussi vite sur ses pieds? C'est ici que je meurs? Ce sont les dernières pensées que j'ai eues avant de perdre connaissance. Je ne sais pas si cela a été induit par une attaque de panique ou de stress ou quoi, mais je sais que je suis surtout content que cela m'est sorti de ce moment. Je me suis réveillé le lendemain matin avec tout dans ma chambre renversé et en désordre. Je ne la voyais plus, ne l'entendais plus. Elle n'était plus là pour le moment. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé. Après avoir finalement eu le courage de quitter mon lit, j'ai pu prendre une chaise et la caler contre ma porte pendant que j'enregistrais ces mots. Je ne sais pas à qui parler, ni où aller, mais je sais que je ne resterai pas une autre nuit ici. Je n'ai entendu aucun bruit provenant de chez moi depuis mon réveil. Je poste ceci ici parce que j'ai le sentiment que c'est le seul endroit où les gens croiront ce qui m'arrive. Je vais retirer la chaise de la porte et courir en dehors de la maison. Je n'ai toujours rien entendu à l'extérieur de la porte, donc la voix semble dégagée. J'essaierai de vous donner des nouvelles, si jamais je m'en sors. Je suppose que vous connaissez tous Netflix, le service de streaming. Je vais donc passer directement à l'histoire. Je ne l'utilise plus tellement, et ce pour une bonne raison. Vous voyez, je vis au Royaume-Uni, et il n'y a pas grand-chose à regarder sur la version anglaise de Netflix, en ce qui concerne les séries, comparé à la version américaine ou canadienne. J'ai découvert qu'il existait un moyen d'accéder au Netflix des autres pays en saisissant manuellement un code DNS dans votre appareil. Après une courte recherche, je suis tombé sur un site qui contenait des centaines de codes DNS mis à disposition par les utilisateurs eux-mêmes pour accéder aux versions des autres pays. Jackpot, ai-je pensé. Sans plus réfléchir, j'ai pris le premier code disponible et je l'ai saisi dans les réglages de ma Xbox. Sans surprise, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé code après code, en vain. Ah, quel est l'intérêt d'un tel site si aucun de ces codes ne fonctionne? J'ai soupiré. Mais je ne voulais pas laisser tomber aussi facilement. J'ai donc continué à faire défiler des pages et des pages de code en les essayant un à un sur ma console. 1h12 pages plus tard, je commençais à perdre patience et j'étais sur le point d'abandonner. Bon, un dernier et j'arrête. J'ai saisi le code, ajouté par un utilisateur anonyme, et à ma grande surprise, il a fonctionné.
ma Xbox a redémarré, et 2 minutes plus tard, j'étais sur le Netflix américain. Toutes les séries que je mourrais d'envie de voir étaient là, enfin disponibles. Le lendemain, après une dure journée de travail, je n'avais qu'une envie, m'affaler sur le canapé et passer la soirée entière sur Netflix. J'ai allumé ma console, ouvert l'application, et je me suis installé confortablement pour choisir une série. En parcourant ma liste de suggestions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ma liste, récemment vue. Quelque chose que je ne me rappelle pas avoir regardé. Le titre était une série de chiffres, ce qui était déjà bizarre en soi. Et l'image n'était qu'un rectangle rouge, contrairement aux séries et films habituels qui présentaient une affiche ou une scène. Très intrigué, j'ai rapidement noté le titre et je l'ai ouvert. À ce jour, je regrette toujours de l'avoir fait. Au début, il n'y avait qu'un écran rouge fixe, remplacé quelques secondes plus tard par une tête de démon hideuse qui grossissait. Mais j'avais l'impression que c'était des heures. J'étais tétanisé, terrassé par une sensation de mal-être profond. Le bruit strident atteignit des aigus insoutenables, devenant de plus en plus fort, jusqu'à ce que tout s'arrête brusquement. Puis, les ténèbres. Ma console s'est éteinte, ainsi que toutes les lumières de ma maison. Je suis resté assis là, dans l'obscurité, luttant pour respirer et retenir la nausée qui m'avait submergé. Je n'arrivais pas à assimiler ce que je venais de voir. Il m'a fallu plusieurs minutes pour avoir la force de me lever et me diriger vers le tableau électrique pour remettre le courant. Je ne comprenais même pas pourquoi il avait sauté. Tout semblait normal. Je suis retourné à ma chambre avec hésitation et j'ai rallumé ma console. L'application Netflix avait disparu, complètement effacée du disque dur. J'avais vérifié les paramètres, le code DNS était à nouveau sur automatique. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Je suis retourné sur le site où j'avais trouvé le code pour le signaler et éventuellement parler à un modérateur. Mais il avait aussi disparu. J'ai cherché partout, mais j'ai vite dû me rendre à l'évidence que le site entier n'existait plus. Quelques jours plus tard, toujours traumatisé par ce que j'avais vécu, j'ai décidé de raconter mon horrible expérience sur les forums Netflix pour savoir si quelqu'un avait déjà vécu la même chose et prévenir les utilisateurs. J'ai rapidement créé un compte et j'ai lancé un nouveau sujet, racontant mon expérience avec le DNS manuel sans rentrer dans les détails de ce que j'avais vu. Et j'ai validé. En y retournant quelques minutes plus tard pour voir si quelqu'un avait répondu, j'ai découvert que mon sujet n'existait plus. Il avait tout bonnement été supprimé. Tout ceci me mettait très mal à l'aise, mais pas autant que ce que j'avais fini par découvrir. Cette découverte qui me donne encore des frissons, des semaines après. Le titre de l'horrible vidéo, la série de chiffres, était en fait mon adresse IP.